Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14-15 de Radio J. Tout de suite, c'est l'heure du grand entretien. Bonjour Jean Oussamane. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur associé au Middle East Institute de la National University de Singapour. C'est aujourd'hui qu'a lieu le sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe, un événement dominé par la réconciliation annoncée entre l'Arabie Saoudite et le Qatar après une brouille de près de 3 ans. Jean Oussamane, quelle était l'origine de l'embargo décidé par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn contre le Qatar ? Alors, il y a plusieurs éléments qui étaient à l'origine de cette brouille qui a été officialisée par le boycott il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Plusieurs éléments, donc 2 éléments avaient été avancés officiellement par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Tout d'abord, le soutien du Qatar à des groupes jugés proches des frères musulmans et ce qui avait été jugé un soutien au terrorisme. Le deuxième élément qui avait été avancé était les relations jugées trop compromettantes entre le Qatar et d'une part l'Iran et d'autre part la Turquie, en particulier avec le déploiement d'une base militaire turque au Qatar. Après, d'un point de vue plus général, je pense que ce qui posait problème sur le fond, c'était aussi ce que l'Arabie Saoudite considérait être la politique un peu trop autonome du Qatar, la façon dont le Qatar menait sa propre politique étrangère, sans être en quelque sorte dans parrainé le rang peut-être par l'Arabie Saoudite. Voilà, exactement. Les pays du Golfe ont signé un accord de solidarité et de stabilité tout à l'heure. C'est ce qu'a annoncé le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Excusez-moi, j'ai pas entendu la question à cause de la connexion. Je vous disais qu'il y a quelques minutes, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avait annoncé la signature d'un accord de solidarité, de stabilité. Ce sont les termes qui ont été employés par les pays du Golfe. Concrètement, qu'est-ce que ça peut ou qu'est-ce que ça pourrait impliquer dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Alors, il reste à voir. Je connais pas encore le contenu précis de ce nouvel accord. Tout ce que l'on sait, c'est que si l'on regarde à l'échelle historique, il y a eu beaucoup d'accords de ce type qui annoncent, à renfort de grande rhétorique, la solidarité entre les pays du Golfe. Je pense qu'il faut rester prudent, voire sceptique sur la capacité des pays du Conseil de coopération du Golfe à mettre de côté la méfiance mutuelle qui existe entre chacun d'eux. Une méfiance qui est là depuis les origines du Conseil de coopération du Golfe au début des années 80. La crise d'il y a 2-3 ans n'était pas exceptionnelle, elle était une crise qui était sous-jacente. Donc on n'est pas vraiment étonné qu'il y ait de nouvelles grandes déclarations sur la solidarité. C'est probablement en partie pour convaincre le partenaire américain que les pays du Golfe, en particulier dans le cadre de la transition vers l'administration Biden, sont des alliés fiables. C'est une forme de mise en scène diplomatique ? Exactement. J'aurais tendance à voir ça comme de grandes déclarations. Et il faudra voir dans les mois à venir s'il y a une véritable concrétisation de ce type de grandes déclarations sur la solidarité. Alors tout à l'heure, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a réservé un accueil chaleureux à l'émir du Qatar. Quel rôle vont jouer les relations interpersonnelles entre les dirigeants sur la suite politique et diplomatique ? Vous avez raison de souligner la dimension personnelle parce que tout d'abord dans la région la politique est toujours une affaire de personnalité au plus haut niveau plus que les institutions. Donc la crise était à l'origine une crise entre les personnalités, entre le prince héritier saoudien d'une part, l'émir du Qatar d'autre part, mais aussi donc le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Et de la même façon, s'il y a aujourd'hui un déblocage de la situation, ce sera en grande partie via ces personnalités. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à l'origine, c'est effectivement le prince héritier saoudien qui avait été plus que le roi d'Arabie Saoudite pour ce boycott du Qatar.
Cette mise en scène, pour le coup, est importante parce que c'est au niveau des personnalités au plus haut niveau qu'on pourra voir un déblocage. Après, il faut voir, encore une fois, d'une part, si on peut aller au-delà du symbole et que cela se concrétise par un changement au niveau des institutions, de la coopération, que ce soit économique ou militaire. Mais aussi sur les autres personnalités de la région. Je mentionnais le prince héritier d'Abu Dhabi, qui n'a pas, pour l'instant, exprimé sa propre position sur la question. Également, l'Égypte, qui reste très prudente. Alors justement, voilà, vous le disiez, Mohamed Ben Zayed, qui est le prince héritier des Émirats Arabes Unis, ne dirige pas la délégation de son pays à ce sommet du Conseil de coopération du Golfe. On note également l'absence remarquée du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Idem pour le nouveau sultan d'Oman. Pourquoi ce rapprochement entre Riyad et Doha agace un peu certaines puissances arabes ? Alors déjà, je ne suis pas certain qu'on puisse parler d'un rapprochement dans le sens où il s'agit simplement de mettre un terme aux aspects pratiques du boycott qui consistait à la fermeture de l'espace aérien, l'espace maritime, ainsi de suite. Du côté du Qatar, il y a un intérêt évident à envoyer l'émir parce que pour le Qatar, c'est une victoire diplomatique et importante. Pour les autres pays, le problème, ce qui peut agacer, c'est que le fond du dossier n'a pas changé. Je mentionnais les points de contentieux, que ce soit sur les relations entre le Qatar et les frères musulmans, les relations entre le Qatar et l'Iran et la Turquie. Ce sont des dossiers sur lesquels Doha n'a pas véritablement bougé. Donc il n'y a pas eu de conditions de réchauffement qui ont été posées par l'Arabie Saoudite avant d'inviter l'émir du Qatar à ce sommet du Conseil de coopération du Golfe. Il n'y a pas de renoncement particulier sur l'un des dossiers que vous évoquiez il y a quelques instants, notamment sur l'Iran. Pour l'instant, en tout cas, d'un point de vue des données qui ont été rendues publiques, on n'a pas d'éléments qui permettent de penser qu'il y a un changement, un revirement du côté qatari. Et en particulier, si on se souvient de la liste, il y avait une liste de demandes, de 14 demandes très précises qui étaient très dures, très exigeantes du côté de l'Arabie Saoudite. Ces demandes n'ont pas été suivies d'actes du côté du Qatar. Donc, ça peut expliquer l'agacement des autres voisins, même si on est dans une situation un peu délicate parce que l'Arabie Saoudite reste la puissance régionale incontestable et que vous n'allez probablement pas avoir de pays comme l'Égypte ou les Émirats Arabes Unis qui vont s'opposer frontalement à une telle décision parce que vous avez là la puissance, l'hégémon de la région et donc vous n'avez aucun intérêt du côté émirien ou du côté égyptien à vous fâcher avec un de vos alliés les plus importants. L'administration américaine, Jean-Loup Saman, a probablement joué un rôle décisif dans, j'allais dire peut-être la paix froide entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Comment expliquez-vous cet investissement américain, notamment par l'entremise du conseiller spécial et gendre de Donald Trump, Jared Kushner ? Alors, l'ironie est que l'administration Trump a été un peu à la fois à l'origine de la crise et un peu à l'origine de la résolution. C'est-à-dire qu'en 2017, on a beaucoup spéculé sur le fait que les Saoudiens et les Émiriens avaient lancé le boycott parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient un feu vert du côté de l'administration Trump. Et si vous vous souvenez, Trump avait lui-même soutenu le boycott dans un premier temps sur Twitter. À partir de là, il y a eu un effort considérable du côté du département d'État, du Pentagone, pour renouer les liens entre les pays du Golfe. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont des accords militaires, ont une présence militaire dans chacun des pays impliqués. Et il y a fort à penser que dans le cadre de la transition politique actuelle, les pays du Golfe et en particulier l'Arabie Saoudite ont estimé qu'il était nécessaire de montrer des gages de bonne volonté vis-à-vis de Washington, vis-à-vis d'une administration Biden qu'il va falloir conquérir clairement du côté de Riyad et que donc renouer les liens avec le Qatar est aussi une façon
de montrer à cette administration qui va arriver, donc dans un peu moins d'un mois maintenant, montrer que l'Arabie Saoudite est un partenaire constructif. Une dernière question, Jean-Loup Saman. Ces derniers mois ont été marqués par des processus de normalisation entre Israël d'une part et les Émirats arabes unis et le Bahreïn d'autre part. Le schéma est un peu plus long à se dessiner entre Jérusalem et Riyad. Est-ce que ce début de rapprochement timide entre l'Arabie Saoudite et le Qatar peut être bien accueilli par Israël? Et est-ce que, par ailleurs, ça pourrait accélérer les discussions en cours entre les Saoudiens et les Israéliens? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien direct entre, d'une part, le dossier de la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, et d'autre part, la restauration des relations avec le Qatar. Le seul élément peut-être commun, c'est le calcul vis-à-vis de Washington pour l'Arabie Saoudite. À partir de là, la question de la normalisation avec Israël pour l'Arabie Saoudite est très différente de la problématique que cela pouvait être pour les Émirats arabes unis ou le Bahreïn, dans le sens où l'Arabie Saoudite, encore une fois, c'est la puissance régionale, mais c'est aussi une puissance sur le plan religieux, sur le plan du symbole, en tant que détentrice des deux lieux saints les plus importants de l'islam. Donc il y a un calcul vis-à-vis de la population saoudienne et plus généralement des populations musulmanes qui dépasse la simple problématique vis-à-vis des Émirats et du Qatar. À partir de là, pour Israël, je ne pense pas que ça change beaucoup de choses. Il n'y a pas d'éloignement à attendre par rapport à l'Iran du Qatar, par exemple. C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Beaucoup trop tôt pour le dire, que ce soit sur les relations avec l'Iran ou les relations avec la Turquie. J'aurais tendance à dire que les relations avec l'Iran étaient des relations pragmatiques vis-à-vis des besoins économiques, aussi des acheminements vers le Qatar par rapport à son espace aérien. Tout bêtement, à partir du moment où les espaces aériens de ses voisins lui étaient fermés, une bonne partie du flux aérien passait par l'Iran. Par contre, ce qui risque de rester problématique, c'est la relation avec la Turquie. Et là, on voit aussi en quoi ça ne devrait pas changer de façon positive les choses pour Israël. On n'a pas d'indice pour l'instant que les relations entre le Qatar et la Turquie devraient être impactées par la restauration des liens avec l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup Jean-Loup Saman d'avoir été mon invité dans ce 14-15. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Middle East Institute de la National University de Singapour. Merci beaucoup, bel après-midi et à très bientôt sur Radio J. Merci à vous, bonne journée.